que faisait Duvalier était négatif. C'est ce que je dis. Tout ce que faisait Duvalier n'était pas bon. Donc il fallait tout démolir. Donc on est venu avec le Sénat en force. Donc on revient à la tradition. Sans réfléchir sur l'utilité de ça, sur l'efficacité de ça. Maintenant, la question est posée. On a vu que les gens qui étaient anti-Duvalier, mais qui demandent maintenant, est-ce qu'il ne faut pas revenir au système monocaméral? Voilà. Jacmel a fait une déclaration. Il a dit, mais pourquoi on n'a pas une seule chambre? Il a fait cette réflexion, mais sans proposition. Et puis, j'ai l'impression qu'il voulait ce qu'on appelle en sciences politiques, il voulait faire un baron d'essai. Pour lancer le débat. Et pour lancer le débat. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il nous faut Haïti qui est un État unitaire? Est-ce qu'on a besoin de parlement bicaméral? Est-ce qu'on a besoin de ça? Bonjour, bonsoir aux internautes qui nous suivent en ce moment. Aujourd'hui, 12 décembre 2019, j'ai à la fois l'honneur et le plaisir de recevoir l'éminent professeur Montferrier Dorval, qui est professeur de droit public, plus spécifiquement de droit constitutionnel à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, de l'Université d'État d'Haïti. Et nous allons aborder le thème que voici, l'utilité et l'efficacité du bicamérisme en Haïti. Donc en d'autres termes, quelle est l'utilité et l'efficacité du bicamérisme en Haïti? Professeur Montferrier Dorval, bonjour. Bonjour, bonsoir Destin. C'est un plaisir d'accéder à votre demande aujourd'hui. Professeur Montferrier Dorval, question de méthode, étant donné que nous allons parler de bicamérisme ou bicaméralisme, pourriez-vous dire pour les internautes, particulièrement les étudiants qui nous suivent, c'est quoi le bicamérisme ou encore le bicaméralisme? Comme vous savez qu'il y a un parlement. Le parlement peut-être, ça veut dire bicamérisme, il y a deux chambres. Caméra, c'est une chambre. Il y a deux chambres. Quand on parle de ça, il peut y avoir une seule chambre. Ça, on appelle de monocaméralisme. Donc quand on parle de bicamérisme, ça veut dire que c'est un parlement qui dispose de deux chambres. Donc vous avez, ça peut varier, ça peut y avoir la Chambre des députés et le Sénat. Il y a des pays où on parle de Chambre des représentants, les États-Unis, et il y a le Sénat. Il y a, en Grande-Bretagne, on parle de Chambre des communes. Nous autres, nous avons la Chambre des communes. On appelait ça la Chambre des communes avant. Après, on est venu avec la Chambre des représentants. Donc, puis on est venu à partir de l'occupation américaine avec la Chambre des députés. Donc, quand on parle de bicaméralisme, on peut parler plutôt qu'il y a deux chambres. Au Parlement, on parle du Parlement bicaméral. Donc, il y a deux chambres. Donc voilà. Donc le bicamérisme, ou encore bicaméralisme, c'est un parlement avec deux chambres. Mais généralement, on entend parler dans la presse de chambre haute et de chambre basse. Ouais. Donc la chambre haute, la chambre basse. La chambre basse, c'est la chambre des députés. La chambre haute, c'est le Sénat. Ok. Professeur Montferrier Dorval. Et quelle différence faites-vous entre un régime bicaméral et un régime monocaméral? C'est-à-dire un parlement avec deux chambres, un parlement... Donc, quand il y a un parlement monocaméral avec une seule chambre, donc c'est ce parlement-là qui fait les lois et qui contrôle l'action du gouvernement. Et dans le cadre du bicaméralisme, vous avez un parlement avec deux chambres, et puis vous avez le Sénat. Et ça peut varier d'un pays à l'autre, ou bien le Sénat a des compétences égalitaires par rapport à la Chambre des députés, ou bien par rapport à la Chambre basse, et le Sénat peut disposer des attributions qui ne sont pas attribuées à la Chambre des députés. Donc quand vous avez dans cette histoire-là, il peut s'agir de bicaméralisme égalitaire, donc vous avez les mêmes fonctions, fonction de faire des lois, fonction de législation et fonction de contrôle, donc c'est des fonctions classiques, et fonctions d'enquête, et ça, ce sont des fonctions classiques de Parlement, mais on peut donner
à la Chambre haute des attributions distinctes. Il peut s'agir aussi que même le mode d'élection peut varier. On peut voir c'est le suffrage universel direct. Dans d'autres cas, on peut trouver c'est des suffrages indirects. Il y a d'autres modalités pour choisir les sénateurs. Donc, quand on parle de bicaméralisme, effectivement, donc on veut montrer que le problème, c'est qu'on considère que la chambre basse est beaucoup plus turbulente que la chambre haute. Là, il y a beaucoup de sagesse. On veut tempérer les ardeurs de la chambre basse. C'est pourquoi quand vous avez donc le Sénat est beaucoup plus, on considère que c'est des gens beaucoup plus âgés que la chambre basse, que les gens de la chambre basse. Donc par conséquent, donc on donne des attributions à ce moment-là. Quand une loi est votée, on l'envoie au Sénat en première lecture. Après, ça peut revenir à la Chambre des députés en deuxième lecture. On peut retourner au Sénat, c'est ce qu'on appelle la navette. Et à un moment donné, on peut demander à la Chambre basse de trancher. Et c'est le cas français. Le cas français, la loi est votée par la Chambre basse, la Chambre qu'on appelle l'Assemblée nationale là-bas, et on envoie au Sénat, et en deuxième lecture, la Chambre des députés tranche. Dans des pays, il y a beaucoup de discussions. Et nous autres, nous n'avons pas ce mécanisme. Vous avez une Chambre des députés qui fait les lois. Après le vote de la Chambre des députés, on envoie la Chambre au Sénat. Après, s'il y a des modifications, on prévoit un mécanisme pour trouver une solution, un accord, pour trouver un accord à l'amiable. Donc, mais on ne donne pas compétence à la Chambre basse, à la Chambre des députés, de trancher définitivement. Et on prend le cas aussi dans le cadre du bicaméralisme, on prend, il y a d'autres fonctions dans le choix du Premier ministre. Si on prend le cas français, le Premier ministre doit avoir, le Premier ministre n'est pas responsable devant le Sénat. Le Premier ministre, il a la faculté de présenter la déclaration générale au Sénat. Il n'est pas obligé. Des fois, le Premier ministre envoie un ministre. Mais le débat politique, le jeu politique se fait dans une seule chambre. Et on ne peut pas dissoudre le Sénat, mais on peut dissoudre la Chambre des députés, l'Assemblée nationale. Et on voit plutôt souvent que le Premier ministre, donc vous allez voir, je prends le cas français, dans le bicamérisme français, vous allez voir que le Premier ministre est responsable devant une seule chambre, il n'est pas responsable devant deux chambres. Il n'est pas obligé de présenter sa déclaration politique générale devant au Sénat, il a la faculté, il peut le faire. Pour ça, mon avis, Edouard Philippe a demandé un vote au Sénat, même si le vote était négatif. Mais ça n'a aucune conséquence, puisque le Sénat ne peut pas renvoyer le Premier ministre. Et le jeu politique se fait dans une seule chambre. Nous autres, on prend le cas. Au niveau de l'Assemblée nationale. On vote en l'Assemblée nationale. Nous autres, en Haïti, le Premier ministre est exploité devant deux chambres. Le Premier ministre doit présenter sa déclaration politique devant le Sénat. Et devant la Chambre des députés, devant le Sénat. Il est responsable devant les deux chambres. Les deux chambres peuvent renvoyer, l'une ou l'autre des deux chambres peut renvoyer le Premier ministre. C'est-à-dire que dans le cas français, le Premier ministre est responsable devant une seule chambre. Seule une seule chambre peut censurer le Premier ministre. En Haïti, les deux chambres peuvent censurer le Premier ministre. Donc nous sommes dans un bicamérisme. Il faut voir que après le 7 février, on a donné des pouvoirs exorbitants, surtout au Sénat. C'est le retour au Sénat, le retour en force du Sénat. Il faut vous rappeler que le Sénat a été supprimé sous Duvalier. Alors que de 1816 à 1957, on a connu le bicamérisme ou bicaméralisme. Vous avez un parlement avec deux chambres. Tantôt vous avez la Chambre des représentants et le Sénat, tantôt la Chambre des communes
et le Sénat. Nous avons pu trouver la Chambre des députés, on parle de Chambre des députés, à partir de l'occupation américaine, dans la Constitution de 1918. Donc depuis, on parle de Chambre des députés. De 1918 à nos jours, on parle de Chambre des députés. Donc, mais pendant cette période-là, on a connu, il faut dire aussi, de 57 à 86 et sur 87, on a connu le monocaméralisme. Il faut dire avant, on avait connu le monocaméralisme avec, depuis la Constitution du Centre 5 de Salé, on a connu le Conseil d'État. Sous Christophe, c'était le Conseil d'État. Et en 1806, on a vu un Sénat très fort. Il y avait un Parlement monocaméraliste avec une seule chambre, le Sénat. Le Sénat très fort qui avait des attributions exécutives. En plus des attributions législatives, le Sénat avait des attributions exécutives. Vous vous rappelez que Christophe s'est révélé contre ce Sénat-là. Il avait dit que le Sénat, le président n'aurait pas le pouvoir de caporal. Et il s'est réfugié dans le Nord et il a créé sa propre constitution avec le Conseil d'État, Constitution du 107 et Constitution du 111. Et Pétion, qui était à l'origine de la Constitution de 106, avec le Sénat très fort, qui amoindrissait les pouvoirs du président de la République, Pétion n'était pas d'accord avec cette Constitution, alors qu'il était à l'origine de la Constitution de 1806. Maintenant, quand Christophe a été dans le Nord, lui, il a créé, après un certain temps, il a créé la Constitution de 1816. La Constitution de 1816, vous avez connu avec un Parlement bicaméral. Vous avez la Chambre des représentants et ensuite le Sénat. Et ainsi de suite, vous allez trouver, depuis ce temps de 1816, c'est une période jusqu'à la Constitution de 1957, exclusivement, parce que exclusivement, la Constitution de 50, c'est le bicaméralisme, on trouve dans la Constitution de 1807 une seule chambre. 1957, une seule chambre. Et de 57 à 1987, après la Constitution de 1987, donc c'est la période, vous avez connu la Chambre législative. C'était la Chambre des députés, on parle de Chambre législative. Et qui se réunissait aussi en Assemblée nationale. Mais on avait connu une seule chambre. Et l'exécutif pouvait dissoudre la Chambre législative. Donc, mais après le départ des Duvalier, on est revenu avec le bicaméralisme. On est revenu avec un Sénat très fort. Professeur Montfleury Dorval, nous allons y revenir. Mais vous venez de le dire, tout juste de le dire, au départ, le Parlement était monocaméral. Donc, avec la Constitution de 1806 déjà, nous avons eu seulement le Sénat. Donc, on a commencé avec le régime bicaméral à partir de 1816, la Constitution de 1816. Et maintenant, d'après vous, qu'est-ce qui a vraiment motivé le régime des Duvalier à garder le régime monocaméral? Bon, il faut voir aussi, c'est très difficile aussi à l'époque, il y avait des turbulences au niveau du Parlement. Et des fois, on ne pouvait pas faire passer des lois, et c'est très difficile. Et donc, Duvalier a vu ce qui se passait, et Duvalier a dit maintenant, il faut une seule chambre. Et nous autres, prenons le contre-pied de Duvalier, on dit, on en pensait que c'est la dictature, parce qu'à l'époque, il faut dire que quand on a vu les constitutions de Duvalieriennes, 57, 64, en 71, il n'y a pas eu de constitution. Et vous avez eu, en 83, la constitution de Jean-Claude Duvalier. Et à l'époque, le Parlement donnait plein pouvoir au président de la République. Le Parlement pouvait fonctionner pendant 3 mois. Après 3 mois, des fois c'est 1 mois et demi, quand on voit les textes. Ça, après 3 mois, 1 mois et demi, 3 mois, le Parlement allait en vacances. Le Parlement déléguait ses pouvoirs à l'exécutif, au président de la République, pour qu'il prenne, pour qu'il prie des décrets en force de loi. C'est pourquoi vous avez vu, il y avait beaucoup de décrets qui ont été pris sous Duvalier.
Ce sont des décrets en force de loi. Des décrets-lois. Des décrets-lois. Ce ne sont pas des décrets administratifs à la française, contrairement à ce qu'ils disent. Ce sont des décrets-lois. Je dirais maintenant, c'est... Bon, il y avait les décrets-lois, il y avait les décrets. Les décrets-lois sont des décrets qui ont été pris en l'absence du Parlement, mais qui sont soumis postérieurement à la ratification du Parlement. Il y avait les décrets Duvalier, on a connu pendant les périodes sous Vincent, des décrets-lois qui ont été pris sous Vincent en 1935. Mais sous Duvalier, c'est différent. Le Parlement fonctionnait pendant 1 mois et demi ou 3. Pendant ce temps-là, le Parlement prend un texte conférant des pleins pouvoirs au président de la République. Et pendant ce temps-là, le président pouvait prendre des décrets et en force de loi. C'est une forme d'habilitation législative. Une forme d'habilitation législative. C'est ce qu'on appelle, ça c'est l'équivalent des ordonnances à la française. Et on a connu pendant la 4e République des décrets-lois en France. C'est des décrets qui ont été ratifiés. On a connu la période de décrets-lois. Maintenant, c'est des décrets. C'est comme si on donnait à cette époque-là des pouvoirs de législation à l'exécutif. C'est ce que en France on appelle l'exécutif législateur. Et ces décrets ne pouvaient être abrogés, et jusqu'à présent ne peuvent être abrogés que par des lois, Mais la Constitution de 87 a interdit l'édiction des décrets. Mais on a vu, malgré tout, pendant plusieurs, en l'absence du Parlement, que beaucoup de décrets ont été pris. Que ce soit en 1995, autour du président Aristide, il n'y avait plus de Parlement, dans l'absence du Parlement, que ce soit en 2004, il y avait plein de décrets, que ce soit tout récemment en 2016, à la fin du département il y avait plein de décrets. Sur des décrets, on pensait qu'il n'y aurait plus de décrets. Même le président qui avait dit qu'il ne voulait pas prendre de décret, on a vu qu'on a eu plein de décrets. On a eu un décret électoral, maintenant il y a un décret sur l'administration publique, la loi, il y a une loi sur il y avait une loi de 82 portant statut général de la fonction publique. Maintenant cette loi a été transformée en décret. Il y a une loi sur l'administration publique qui a été transformée en décret en 2005. Donc vous avez vu, donc tout le débat est là. Est-ce que il y a un fameux article dans la Constitution qui est toujours repris dans la Constitution, et c'est depuis la Constitution de 1843 que le Parlement fait des lois sur tous les objets d'intérêt public. Et c'est l'article 111. L'article 111. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun domaine qui échappe à la compétence du Parlement. Donc il n'y a pas d'une part le domaine législatif et le domaine réglementaire. Il n'y a pas ça. Et même si mais on souhaite qu'il y ait un pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire qu'on a en Haïti, c'est le pouvoir réglementaire d'application des lois. Mais on a vu plein d'arrêtés. Et l'acte qu'on peut prendre comme l'acte réglementaire, ce n'est pas le décret, c'est l'arrêté. Et qui peut prendre l'arrêté? C'est le Premier ministre, qui a le pouvoir réglementaire général. Le président, quand l'acte est élaboré en Conseil des ministres, le président signe. Mais l'acte, c'est l'acte réglementaire du Premier ministre. Donc la Constitution précise, l'amendement a précisé, c'est le Premier ministre qui peut prendre l'arrêté. On ne peut pas prendre de décret pendant l'existence, le fonctionnement du Parlement. Maintenant, donc c'est en l'absence du Parlement qu'on a vu l'édiction de beaucoup de décrets. Donc le Parlement, donc le problème est là. Est-ce qu'il nous faut un Parlement monocaméral ou bicaméral? Le débat est là. Professeur Monfougué Dorval, on va vous poser la question justement, parce que c'est ça la question de fond. Mais vous avez parlé de domaine réglementaire et domaine de la loi. Est-ce que pour les étudiants qui nous regardent, quelle différence pourriez-vous faire entre le domaine de la loi et le domaine réglementaire? Ça existe en France, ça n'existe pas chez nous, mais pour faciliter la compréhension des étudiants. Le domaine de la loi, ça dit que, si on prend le cas français, la Constitution française, la Constitution vous dit maintenant, l'article 34, vous dit
la Constitution française énumère les domaines où on peut prendre une loi, où une loi peut intervenir. On dit la nationalisation, les libertés publiques, la fiscalité, il faut une loi. Mais le reste qui ne sont pas énumérés, qui n'est pas énuméré à l'article 34, appartient au domaine réglementaire. C'est-à-dire que l'exécutif peut prendre des décrets. Le champ résiduel. C'est le champ résiduel. Mais il y a un débat entre Favoreux et Chaput. Il y a un débat qui a duré pendant 20 ans, où Favoreux a écrit un article, les règlements de tout le monde n'existent pas. Pour Favoreux, même s'il y a l'article 37 de la Constitution qui confère un pouvoir réglementaire au gouvernement, avec les ordonnances, avec les décrets, mais Favoreux considère que la loi peut intervenir dans tous les, même dans le domaine réglementaire. Chaput avait dit non. Favoreux dit oui. Ce débat a duré pendant 20 ans. À Aix, où Favoreux était président de l'université, doyen, et c'est le directeur de la droit public, c'est mon directeur de l'EA, Favoreux a considéré, et le Conseil constitutionnel a adopté la thèse de Favoreux, à savoir que le pouvoir législatif peut intervenir dans tous les domaines, même dans le domaine réglementaire. Et Chaput de répondre dans son bouquin, on a le Conseil constitutionnel a fait droit à la position de Favoreux. Et je me rappelle, les disciples de Favoreux ont fêté à Aix, c'était vraiment à Aix, à l'université. On a vraiment, comme ils ont dit maintenant, on a entériné, on a reconnu, consacré la pensée du maître. Donc c'est un véritable débat d'école. Un débat d'école pendant 20 ans, Chaput à Paris, Favoreux à Aix-Marseille, et Favoreux a eu raison. Bon, c'est le Conseil constitutionnel, et Chaput, dans son livre, a reconnu que le Conseil constitutionnel a fait droit à la position de Favoreux. Mais nous autres, nous n'avons pas. Moi, je souhaite personnellement qu'il y ait un domaine réglementaire en Haïti, un domaine de la loi, un domaine du règlement. La loi ne peut pas intervenir dans tous les domaines. Il faut laisser au pouvoir réglementaire d'intervenir dans certains domaines. On peut, je dirais, encadrer ce pouvoir réglementaire. On dirait qu'avec un contrôle de constitutionnalité, on pourrait permettre la saisine, on peut prévoir même la saisine de l'organe chargé du contrôle de constitutionnalité. Non seulement des lois, mais aussi des décrets qui sont pris par le pouvoir réglementaire. Donc nous autres, dès lors qu'on parle de décret, les gens ont peur. Ils vont voir l'époque du Duvalier. Donc on peut encadrer ce pouvoir en permettant soit au pouvoir public, soit même aux citoyens de saisir, d'attaquer en inconstitutionnalité le décret qui serait pris par le pouvoir réglementaire. Donc ces décrets autonomes seraient donc directement subordonnés à la Constitution. Seraient subordonnés à la Constitution. Donc à ce moment, pour éviter des dérives. Mais on sent, par exemple, si on veut, par exemple, il y a une loi, on veut avoir un texte qui régit le ministère. Mais pourquoi on ne permet pas à l'exécutif de prendre un décret pour organiser le ministère? Donc là, on voit maintenant dans la loi, dans le chapitre traitant de l'administration publique et de la fonction publique, et il y a tel article, l'article 236 par là, qui renvoie à la loi pour fixer maintenant, non seulement pour fixer les modalités de fonctionnement du ministère. Alors que, bon, même si la loi organise, mais le pouvoir réglementaire pouvait organiser. Bon, le texte même prévoit même les modalités de fonctionnement. Moi, je pense que dans ce cas-là, on peut dire que un décret, l'exécutif peut prendre un décret. Mais pour des questions relevant des droits fondamentaux, des libertés publiques, de la nationalisation, de la privatisation et d'autres qui sont essentiels, là, il faut une loi. Là, il faut une loi. On ne devrait pas permettre au pouvoir réglementaire, on ne devrait pas prendre des décrets dans ce domaine traitant des libertés publiques, des droits fondamentaux, la liberté de la pensée, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Pour réglementer ce domaine-là, il faut une loi. Si on veut nationaliser un secteur, ou bien on veut
privatiser une entreprise publique, il faut une loi et qui relève du pouvoir législatif. Mais je pense qu'il faut évoluer. Nous devons prévoir dans une réforme constitutionnelle à faire, qui est nécessaire. Je dis que un changement de constitution, je ne suis pas dans l'amendement, je suis plutôt dans le changement de constitution, dans la réforme globale de la constitution, il faut prévoir un domaine réglementaire. À ce moment-là, comme on a prévoir un contrôle de constitutionnalité, à ce moment-là, on pourra attaquer ces décrets, on pourra attaquer les lois. Donc, le domaine réglementaire est nécessaire. Donc, je pense que l'article 111 de la Constitution qui donne, c'est une reprise, on n'a pas réfléchi. C'est depuis la Constitution de 1843. On ne fait que reprendre, on est passé par la Constitution de 1846, 67, 74, 79, 80, 79, 88, 89, jusqu'à la Constitution de 83 et même 87. On dit que le pouvoir législatif fait des lois dans tous les domaines. Il n'y a pas de domaine qui échappe à la compétence du législateur. Donc je pense, vous allez voir les réticences du gouvernement. Il y a des crises qui sont provoquées par ça. Vous avez vu, il y a un texte qui est présenté, l'exécutif, et puis le Parlement rejette, l'exécutif est déboussolé, il ne peut rien faire, donc le dossier est bloqué. Donc je pense que la procédure législative est lente. Il faut aller dans les deux chambres. Il faut avoir, parce que vous ne pouvez pas trancher, il y a un problème. Il faut aller, si le Sénat fait des modifications dans le projet de loi voté par la Chambre des députés, on doit retourner à la Chambre des députés. La Chambre des députés, quand il fait des modifications, on doit retourner au Sénat. Il peut y avoir des discussions. On prévoit un mécanisme, une commission pour résoudre les désaccords. Mais ce n'est pas évident. Mais dans le système français, comment on fait? S'il y a une va-et-vient, à la deuxième navette, la Chambre nationale a le dernier mot. A le dernier mot. A le dernier mot. Pour résoudre les difficultés. Donc maintenant... En Haïti, à bien regarder la procédure législative, c'est la navette à n'en plus finir. À n'en plus finir. Et on va rentrer dans une crise, où vous avez dans une crise où vous n'avez pas de majorité. Et puis d'ailleurs, même la majorité, on n'a pas besoin de majorité pour gouverner. Mitterrand a gouverné, il n'avait pas de majorité au Sénat. Mitterrand voulait modifier le Sénat, voulait même supprimer le Sénat. Il ne pouvait pas le faire. Mais il n'avait pas de majorité au Sénat, mais il a pu gouverner. Même la cohabitation, quand on parle de cohabitation, c'est dans une seule chambre. Le jeu politique se fait dans une seule chambre. Le Sénat a des préoccupations, mais quand il y a un problème, l'Assemblée nationale tranche, qui est l'équivalent de la Chambre des députés. Donc nous n'avons pas ce mécanisme pour résoudre les conflits. Vous regardez, vous avez un Premier ministre, depuis tout ce temps, vous avez une crise, tout ce temps-là, vous ne pouvez pas choisir le Premier ministre. Le Premier ministre a eu la confiance de la Chambre des députés, ne pouvait pas avoir la confiance de la Chambre des députés. C'est-à-dire qu'en France, le Premier ministre doit avoir seulement la confiance d'une seule chambre. De l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Et il n'est pas obligé de faire la déclaration de politique générale devant le Sénat. Il a la faculté. Et des fois, on envoie un ministre lire la déclaration de politique générale. Tout récemment, Édouard Philippe a demandé le vote du Sénat. Le Sénat a donné un vote négatif. Mais Édouard Philippe n'a pas été censuré pour autant. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Il voulait tester la majorité au niveau du Sénat. Donc maintenant, ça c'est... je pense que nous autres, nous devons voir, dans une réforme à faire, nous devons voir, est-ce qu'on a besoin d'un parlement bicaméral? Le débat est là. Et je me rappelle, le président Préval avait dit, est-ce qu'on a besoin de deux chambres? Alors que ces gens-là, ils voulaient, à l'époque, je me rappelle, ils voulaient, est-ce qu'on avait deux chambres? Les gens on a fait une constitution contre Duvalier. C'était ça l'idée. Il faut empêcher le retour à la dictature présidentielle que le pays a connu pendant 29 ans. Et l'équilibre des pouvoirs passe aussi par un régime bicaméral. Et on a vu un déséquilibre des pouvoirs au profit du Parlement. Et vous avez vu le Sénat, les moyens de pouvoir, un Sénat fort, les moyens de pouvoir du président sont contrôlés. Regardez, pour choisir le directeur général de la police générale, de la police nationale, il faut l'approbation du président de la République. Alors que dans le temps, le président choisissait facilement le directeur général de la police nationale. C'était on ne voyait même pas ça, c'est l'armée qui faisait ça, le commandant-chef de la police. Pour choisir
les ministres, je prends les juges. Les juges, maintenant, il faut déposer le dossier au Sénat. Et c'est le Sénat qui présente 3 noms par siège, là-dedans. Et on a vu le problème que ça aussi. Le problème que ça pose au niveau de la qualité de nos juges. Est-ce qu'on ne politise pas la fonction judiciaire? Et par la procédure. La procédure. Et vous avez vu comment, sur quels critères on choisit. On envoie 3 noms au président. Le président choisit un parmi les 3. Et vous regardez encore le commandant-chef de la police. Et vous avez vu les ambassadeurs. À l'époque, c'était l'exécutif qui nommait les ambassadeurs. Maintenant, c'est le Sénat. Maintenant, il faut faire approuver le choix. Pour la Cour des comptes aussi? Pour la Cour des comptes. Bon, la Cour des comptes, c'est le Sénat qui élit. L'exécutif n'a rien à voir avec ça. On demande au président de nommer. Le président ne doit pas nommer. C'est le Sénat élit les membres de la Cour supérieure des comptes. Avant, c'était l'exécutif qui nommait. L'élection s'oppose à la nomination. Maintenant, ce qu'on fait, on élit, le Sénat élit en assemblée, on envoie les noms au président, on demande au président de nommer. C'est pas bon. Ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on devrait faire, c'est le Sénat élit, il y a un procès verbal d'élection, on envoie le procès verbal d'élection au président aux fins de publication. Le président n'est pas compétent pour prendre un arrêté nommant les membres de la Cour supérieure des comptes. Après avoir été élu aussi. Après avoir été élu. L'élection suppose la nomination. Ou bien on nomme les membres de la Cour, ou bien la Cour. On n'a pas à nommer. Donc tout ce qui est fait, tous les arrêtés, moi j'ai vu ça, j'étais pas en Haïti, tous les arrêtés qui ont été nommés, qui ont nommé les juges, les membres de la Cour supérieure des comptes, depuis après le coup d'État d'Aristide, on a vu sous Néret, on a eu arrêté nommant les juges, après il y a eu d'autres arrêtés nommant les juges, l'exécutif, le président n'a pas à nommer, le président on envoie le procès verbal aux fins de publication dans le moniteur. Point. Il n'y a pas à nommer. Maintenant, quand on demande au président de nommer, à ce moment-là, il peut regarder les dossiers. Parce que le dossier est traité par le Sénat. Mais si on demande au président de nommer, il doit demander les dossiers pour voir maintenant qui il nomme. Donc ça demande d'être constitutionnel. Il ne veut pas nommer les yeux fermés. Il ne veut pas nommer les yeux fermés. Il doit vérifier. Donc il est obligé de demander. Donc il doit vérifier est-ce que la procédure a été respectée. Donc vous lui donnez des compétences qu'il n'a pas. Donc il use maintenant, il abuse de cette compétence. Voilà. Professeur Montferrier d'Orval, à bien regarder, le régime bicaméral fonctionne particulièrement dans des États fédéraux, parce qu'au niveau d'un État fédéral, il y a l'une des chambres qui représente généralement les États, l'autre la population, c'est le cas aux États-Unis par exemple. On voit aussi... oui, bien sûr. On voit le Venezuela et autres. On voit le régime bicaméral dans les monarchies. Il y a comme une chambre pour la population et une autre chambre pour l'aristocratie, on va dire. C'est le cas en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et il y a une troisième catégorie, il y a des pays à tradition monarchiste, comme la France, par exemple, qui a eu une longue tradition monarchiste. Mais Haïti est un État unitaire. Qu'est-ce qui explique, mis à part le fait qu'on a voulu faire autrement comme Duvalier, mis à part qu'on a voulu créer un président identé, pourquoi est-on revenu au bicamérisme? Et à bien regarder, mis à part quelques exceptions près, on est dans le schéma classique d'un bicamérisme égalitaire, que ce soit pour la fonction de contrôle du Parlement ou le Parlement pris dans sa fonction législative.